Bonjour à tous, je m'appelle Christine Molitor, je suis avocate et je vais durant les 30 prochaines minutes environ vous présenter la jurisprudence pertinente dans le cadre des élections sociales ainsi que les principaux recours judiciaires qui existent durant la procédure des élections sociales. Je travaille au sein du cabinet d'avocats Scoops, qui est un cabinet d'avocats multidisciplinaire situé à Bruxelles et à Anvers. Nous sommes actuellement presque une centaine d'avocats. Comme vous le voyez, le cabinet pratique diverses matières, dont le droit social individuel et collectif. Voici mon équipe. Et si à la fin de cette présentation, vous avez encore la moindre question, vous trouvez sur ce slide toutes mes coordonnées, mon numéro, mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons parcourir 5 grands sujets brûlants dans le cadre des élections sociales. Premier sujet, l'unité technique d'exploitation, l'UTE, et en particulier en quoi la jurisprudence est venue éclairer cette définition. Deuxième sujet, les recours dont disposent les travailleurs et syndicats pour contester la définition de l'UTE. Troisièmement, la protection des candidats aux élections sociales ainsi que la fameuse période occulte. Nous verrons bien évidemment de quoi il s'agit. Quatrièmement, comment les employeurs peuvent-ils contester d'éventuelles candidatures abusives? Et enfin, s'il y a une irrégularité dans le délai, dans quel délai et comment les parties concernées peuvent-elles contester les élections sociales et éventuellement faire annuler toute la procédure des élections sociales? En conclusion, je vous présenterai quelques chiffres. Passons à notre premier sujet, l'unité technique d'exploitation, l'UTE. Alors, comme vous le savez très certainement, les élections sociales se tiennent dans chaque entreprise qui a le nombre requis de travailleurs. Mais la loi ne définit pas le terme entreprise dans le sens forme juridique, puisque entreprise vise en réalité l'UTE, l'unité technique d'exploitation. C'est l'article 14 de la loi portant organisation de l'économie, fameuse loi qui s'applique dans le cas des élections sociales, qui le définit. L'UTE se définit sur base de critères économiques et sociaux, et la loi ajoute en cas de doute, les critères sociaux prévalent. Alors, on va voir que la jurisprudence donne ici une interprétation très large du terme en cas de doute, les critères sociaux prévalent, puisque le tribunal du travail de Bruxelles, dans un jugement du 10 février 2012, précise que même s'il n'y a pas du tout d'autonomie économique, en l'occurrence ici, il s'agissait d'une chaîne de magasins composée de plusieurs magasins qui étaient totalement dépendants économiquement du groupe, mais qu'il y a une autonomie sociale propre. Les différents magasins peuvent constituer une UTE et donc avoir leur propre organe. On voit donc qu'une autonomie sociale suffit pour être considérée comme une UTE et que donc la jurisprudence donne une interprétation très large au terme en cas de doute, les critères sociaux prévalent. Alors attention, l'UTE n'est pas nécessairement la même pour le conseil d'entreprise et pour le comité pour la protection et la prévention au travail, CE-CPPT, puisque un jugement, par exemple, du tribunal du travail d'Asselt va venir nous éclairer à ce sujet. Alors, l'objectif de la loi, c'est faire fonctionner au mieux les organes dans l'intérêt des travailleurs. Le juge peut prendre en compte des critères différents pour le CPPT et le CE lorsqu'il définit l'UTE. La question qui va vraiment être décisive, c'est à quel niveau la consultation peut-elle être organisée au mieux. On va donc tenir compte des missions spécifiques de chaque organe. Pour le CE, c'est la politique générale de l'entreprise et du personnel. Pour le CPPT, la mission sont plutôt la politique de sécurité et de bien-être au travail. Le tribunal du travail d'Asselt du 1er février 2008, c'est ce que je vous le disais en introduction, a rendu un jugement très intéressant puisqu'il s'agissait de différents établissements qui vont former une UTE pour le CPPT uniquement et le tribunal va prendre en considération les critères suivants. Il n'y avait qu'un seul conseiller en prévention pour plusieurs entités. Il y avait des dispositions identiques dans le règlement de travail concernant la sécurité et la santé, un plan global de prévention, les pompiers et les premiers secours étaient organisés de manière centralisée, etc. On voit donc qu'ici, que le juge analyse l'UTE en fonction des compétences des organes et donc ici des compétences du CPPT. On peut considérer que dans la jurisprudence, il existe une tendance de définir l'UTE pour le CE au niveau le plus global et pour le CPPT à un niveau plus bas, plus local, plus proche des problématiques des travailleurs. Par exemple,
Analysons ici ce tableau. On voit une société composée de 120 travailleurs qui est répartie entre deux sièges d'exploitation composés chacune de 60 travailleurs. Il y a une seule UTE pour le CE, mais pour le CPPT, il va y avoir deux UTE. Chaque siège d'exploitation va constituer sa propre UTE pour le CPPT. Cette règle n'est cependant pas une règle générale et systématique, et dans certains cas, il peut y avoir une gestion commune du bien-être au travail et considérer que la gestion commune de ce bien-être au travail va primer sur la gestion locale. Ce qui est important de réaliser au final et d'analyser, c'est de voir si au niveau local, des mesures propres sont prises. Par exemple, est-ce qu'au niveau local, il y a des personnes de contact différentes, des plans d'action propres, ou au contraire, si la gestion du bien-être a intérêt à être organisée au niveau supérieur. L'UTE ne va pas coïncider nécessairement avec l'entité juridique. On l'a vu, au sein d'une même entité juridique, il est possible d'avoir plusieurs UTE. La question, évidemment, est-ce qu'un employeur pourrait considérer que sa société est constituée de plusieurs UTE, par exemple plusieurs magasins, de sorte à ce que chaque UTE n'atteigne pas le seuil minimum de travailleurs et éviter les élections sociales? La loi est intervenue, bien évidemment, dans ce cas et considère que non. Dans ce cas, les élections sociales s'organiseront au niveau de l'entité juridique. De même, si une seule UTE est exclue, par exemple, nous avons 3 UTE, 2 qui ont le seuil, mais la troisième n'atteint pas le seuil requis de travailleurs, c'est la même règle qui s'appliquera. Les travailleurs devront être intégrés dans une des deux UTE où on devra organiser les élections sociales au niveau global. Alors, on vient de voir la situation d'une entité juridique constituée de plusieurs UTE, mais il existe également les situations d'une entreprise en réseau, c'est-à-dire des entités juridiques distinctes, mais qui ont des liens économiques entre elles. Alors, depuis 1999, cette situation est prise en compte par la loi et il existe une présomption légale. Selon cette présomption, ces entreprises ces entreprises différentes vont former une UTE s'il y a au moins un lien économique qui les relie, et la loi va définir ce qu'est un lien économique, faire partie du même groupe, avoir les mêmes administrateurs ou des administrateurs ayant des liens économiques ou qui ont des activités identiques ou des activités liées. Et deuxième condition, si ces entreprises ont des liens sociaux. Là, la loi ne définit pas avec précision ce qu'est des liens sociaux, mais donne des exemples. Par exemple, des travailleurs dans le même bâtiment, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement du travail commun ou des CCT ayant des dispositions communes ou similaires. Si c'est le cas, plusieurs entités juridiques vont fusionner pour constituer une UTE pour les élections sociales. Alors, pour que plusieurs entités juridiques forment une UTE, il faut donc cumulativement un seul élément économique et plusieurs éléments sociaux. Bien sûr, la charge de la preuve va incomber à la personne qui invoque la présomption d'UTE. Alors, question intéressante, que nous dit la jurisprudence à ce sujet? Nous avons ici un jugement du tribunal du travail de Anvers du 12 février 2004 qui précise: dans ce cas, le juge avait estimé que le fait d'appartenir à la même holding est un élément économique suffisant pour remplir le critère économique. Dès lors, il faudra alors simplement prouver plusieurs éléments sociaux pour que les entités soient présumées former une UTE. Alors, autre question pertinente, est-ce que le fait d'appartenir au même secrétariat social est un critère social pertinent? Selon le tribunal du travail de Dendermonde, ce n'est pas le cas, ce n'est donc pas un indice, sauf si les différents dossiers sont traités comme un seul dossier au sein du secrétariat social. Une partie de la jurisprudence considère même que c'est absolument non pertinent le critère d'affiliation au secrétariat social. La raison, c'est qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché. Vous pouvez donc tous, bien entendu, rester affiliés chez Acerta. Ce ne sera pas un indice qui fera jouer la présomption, selon cette jurisprudence majoritaire. Alors, l'employeur peut bien entendu essayer de réfuter cette présomption afin qu'il n'y ait pas un regroupement des entités juridiques en UTE, mais il devra apporter une preuve négative, soit qu'il n'y a pas de lien économique entre les entités, soit qu'il n'y a pas de gestion commune de personnel, ni de politique commune du personnel. Bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile de prouver quelque chose de négatif. Dans la jurisprudence, rares sont les employeurs qui ont réussi à renverser la présomption sociale. Nous avons cependant relevé un jugement du tribunal du travail du 11 février
2000. Alors, le contexte était le suivant. Les syndicats avançaient que les travailleurs des différentes entités juridiques avaient des avantages comparables et donc qu'il y avait donc un lien social. Alors, l'employeur a réussi à prouver et à renverser cette présomption en expliquant que c'était en raison d'une norme internationale spécifique qui était propre au secteur, mais que pour le reste, les responsables étaient différents, les CCT étaient différentes, les travailleurs avaient des fêtes du personnel séparées, ils portaient des uniformes différents, et que donc, finalement, il n'y avait pas de lien social, ce qui était accepté par le juge. Les différentes entités juridiques n'ont donc pas fusionné. Dans un jugement du tribunal du travail de Turnhout du 12 février 2004, l'employeur avait essayé de renverser la présomption sociale en tentant de prouver que les travailleurs travaillaient dans des régions différentes, parlaient le néerlandais et le français, ne se connaissaient pas, et qu'ils n'avaient dès lors presque pas de liens sociaux, mais cela a été refusé par le juge. On voit donc que la jurisprudence concernant l'UTE est assez variée. Alors, en conclusion sur les UTE, est-ce qu'on peut faire une tendance jurisprudentielle? Non, mais on peut quand même relever plusieurs éléments. Les UTE doivent faire l'objet d'une analyse au cas par cas, et bien sûr, ce n'est pas gravé dans le marbre. Tous les 4 ans, l'employeur devra refaire une nouvelle analyse puisque les situations sont amenées à changer. Ce qui compte, c'est vérifier la cohésion économique et sociale, ainsi que l'autonomie. Les éléments vont jouer dans les deux sens. Par exemple, un règlement de travail commun est un indice de lien social, mais l'absence de règlement de travail est également un indice d'autonomie. La consultation doit toujours être menée là où les décisions sont prises dans les faits. Alors, deuxième grand sujet, une fois que l'employeur a défini la ou les UTE, de quel recours disposent les travailleurs ou les syndicats contre cette décision? Alors, pour rappel, l'employeur doit définir l'UTE à X-60 et informer par écrit les organes en publiant cette information. C'est donc l'employeur qui va définir l'UTE. Entre X-60 et X-35, les organes vont être consultés et vont pouvoir formuler leurs remarques. Finalement, à X-35, l'employeur va communiquer la décision définitive qui peut être la même qu'à X-60 ou différente s'il a pris en considération les remarques des syndicats. Si les syndicats ou les travailleurs ne sont pas d'accord avec la définition de l'UTE de l'employeur publiée à X-35, excusez-moi, ils peuvent saisir le tribunal du travail pour qu'il tranche. Ils disposent pour ce faire d'un délai fixe de 7 jours à partir de la communication à X-35. Le recours devra donc être introduit au plus tard à X-28, soit entre le 16 et le 19 janvier, en fonction de la date des élections sociales dans votre entreprise. Alors, ce délai est un délai fixe. Donc, même si l'employeur a oublié de communiquer à X-35, le délai commence à courir. Et si l'employeur communique trop tard ou en retard, le délai, lui, ne va pas être prolongé. L'UTE devient donc définitive si aucun recours n'a été introduit à X-28. Alors, le juge saisi va trancher la question de l'UTE, mais également trancher contre l'absence de décision de l'employeur. Le juge va donc trancher cette question de l'UTE, mais on peut se poser la question de savoir s'il doit tenir compte de la situation fixée à X-35 ou s'il peut tenir compte d'événements programmés, par exemple une future réorganisation. La jurisprudence a tranché cette question. Par exemple, le tribunal du travail de Gand a considéré dans un jugement du 14 février 2000 que si la réorganisation avait déjà été annoncée, qu'elle n'était pas purement théorique, qu'elle avait donc déjà reçu un début d'exécution, alors il faudra en tenir compte. A contrario, un déménagement planifié à moyen terme, en l'espèce dans 1 à 2 ans, ne va pas être pertinent. Ce sont donc les parties qui contestent l'UTE qui vont devoir prouver que l'UTE définie par l'employeur n'est pas correcte. Alors, dans la pratique, souvent, les syndicats et l'employeur vont s'accorder sur une UTE. Attention cependant à la valeur de cet accord, puisque la loi sur les élections sociales est d'ordre public. Dès lors, le juge n'est pas tenu par cet accord, il ne lui est pas opposable. Un syndicat pourra donc faire un recours alors même qu'il disait être d'accord sur la définition de l'UTE. Le juge qui va être saisi va trancher dans les 23 jours et le jugement ne sera pas susceptible d'appel. Il deviendra donc définitif.
Alors, on remarque dans la pratique que les contestations sur l'UTE sont assez fréquentes. Elles représentent en réalité 33% des recours des élections sociales. Après l'UTE et les recours, autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la fameuse protection des candidats élus et non élus aux élections sociales. Et nous allons voir que cette protection commence avant la communication des listes des candidats par les syndicats. Il s'agit de la fameuse période occulte. Alors, petit rappel, les représentants élus suppléants du CPPT et du CE sont protégés, ainsi que les candidats aux élections, de même que les délégués syndicaux en l'absence de CPPT, lorsqu'ils reprennent les compétences du CPPT. Les délégués du personnel et les délégués candidats ne peuvent être licenciés que soit pour un motif grave préalablement admis par les juridictions du travail, ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire ou par les juridictions du travail. Tout autre licenciement est interdit. Alors, la protection contre le licenciement commence à X-30, du 14 janvier au 27 janvier selon la date des élections sociales dans votre entreprise. La date de protection commence à X-30, même si vous avez raté la communication ou pris du retard ou de l'avance. X-30 est donc un délai fixe et peut même commencer un dimanche. Donc, si vous licenciez un travailleur un vendredi et que X-30 tombe un dimanche, il ne sera pas protégé. Alors, on va très vite comprendre que cette protection à X-30 pose un problème, puisqu'à cette date, l'employeur ne connaît pas encore la liste des candidats, il ne l'a pas encore reçue. C'est ce qu'on appelle la période occulte. En effet, ce n'est qu'à X plus 35 que l'employeur reçoit au plus tard la liste des candidats des syndicats. On pourrait donc se demander dès lors pourquoi la protection ne commence pas à X plus 35 plutôt qu'à X-30. La raison est en réalité assez logique. Dans l'entreprise, avant l'annonce officielle des candidats, il peut exister des rumeurs ou que des noms circulent. L'objectif était donc de protéger les candidats et éviter que l'employeur ne les licencie sur base de rumeurs avant que la liste ne soit officielle à X plus 35. Les travailleurs vont donc disposer d'une protection qui va être rétroactive. L'employeur qui licencierait un travailleur pendant cette période occulte de 65 jours prend donc le risque de licencier un travailleur qui bénéficie d'une protection alors que l'employeur n'en est pas informé et donc sans respecter la procédure prescrite en la matière. La période occulte commence donc au plus tôt le 14 janvier et se termine le 1er avril, voire le 11 mai s'il y a encore des modifications de liste. Nous vous recommandons donc de ne procéder à aucun licenciement durant la période occulte, vu le risque financier que nous allons voir. Car oui, licencier un travailleur protégé a un coût. Les travailleurs protégés bénéficient d'une indemnité de protection. Cette indemnité et cette protection est double. D'une part, les travailleurs bénéficieront d'une indemnité fixe qui varie en fonction de l'ancienneté du travailleur. Alors, on le voit ici sur le slide. Pour les travailleurs qui ont moins de 10 ans d'ancienneté, cette indemnité va être de 2 ans de salaire, entre 10 et 20 ans de 3 ans de salaire, et pour les travailleurs qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, elle sera de 4 ans de salaire. Par ailleurs, ils vont également bénéficier d'une indemnité variable. C'est la rémunération jusqu'à la fin du mandat pour lequel la candidature était posée. Si on prend donc l'exemple d'un travailleur qui a 20 ans d'ancienneté, qui va être licencié pendant la période occulte alors qu'il était protégé, l'employeur pourrait donc lui payer une indemnité de 8 années de salaire s'il refuse sa réintégration. Alors, autre question, cette indemnité se cumule-t-elle avec d'autres indemnités? La loi précise que l'indemnité fixe ne se cumule pas avec l'indemnité de rupture légale et que seule la plus haute des deux va être due. En ce qui concerne l'indemnité variable, il n'y a pas vraiment d'unanimité sur la question. Il y a des décisions jurisprudentielles qui vont dans les deux sens. Alors, il existe d'autres indemnités que l'indemnité légale. Par exemple, l'indemnité de protection due aux travailleurs licenciés en cas de créditant, l'indemnité pour les délégués syndicaux, l'indemnité en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise. Là, la loi est très claire, elle prévoit, il n'y a pas de cumul possible. Mais qu'en est-il des cas où la loi ne prévoit rien? Par exemple, on pourrait se poser la question si on peut cumuler l'indemnité de protection avec une indemnité de discrimination sur base de la conviction syndicale.
Alors, on vous a remis ici les références d'une décision, d'un jugement du tribunal du travail du 20 avril 2003 qui concerne justement cette problématique. Il s'agissait d'un travailleur qui avait demandé, en plus de son indemnité de protection, une indemnité de discrimination sur base de la protection syndicale. Cet arrêt est très récent, il peut encore faire l'objet d'un appel, mais il est intéressant car dans ce cas, le tribunal a autorisé le cumul et a donc accordé une indemnité de 6 mois de discrimination basée sur la conviction syndicale. Pour ce faire, le tribunal a utilisé 4 critères. Le tribunal a considéré que le législateur avait la possibilité d'introduire une interdiction de cumul, mais ne l'a pas fait. Les représentants des travailleurs, ici les candidats, ne sont pas du tout exclus du champ d'application de la loi antidiscrimination. L'indemnité de protection peut être cumulée avec toute autre indemnité pour préjudice moral ou matériel, c'est prévu par la loi. Et ici, les indemnités ont des finalités différentes. La première couvre le préjudice causé pour le licenciement. La deuxième est une sanction pour le comportement discriminatoire. Vous pourriez donc être amené à payer, en plus de l'indemnité de protection maximale, si on prend notre exemple de tout à l'heure de 8 ans, une indemnité supplémentaire de 6 mois de salaire sur base de la discrimination, sur base de la conviction syndicale. Alors, autre question intéressante, quelles sont les possibilités de l'employeur de contester une candidature d'un travailleur qu'il va estimer abusive? Par exemple, si l'employeur estime que le travailleur s'est présenté aux élections sociales uniquement pour la protection. Nous allons voir qu'il y a une jurisprudence assez abondante sur le sujet. Alors, petit rappel, la liste des candidats doit être affichée par l'employeur à X plus 40. Mais une fois cette liste affichée, l'employeur va disposer d'un délai qui varie de 12 à 21 jours pour faire un recours s'il estime une candidature abusive. Alors le délai de 12 ou 21 jours va être différent selon qu'il y a eu ou non une procédure interne, un recours interne des travailleurs. On ne va pas ici rentrer dans les détails. Vous devez juste retenir ce délai qui court est donc entre le 5 et le 18 janvier avril 2024 ou entre le 14 et le 27 avril 2024. Le recours ne peut porter que sur 3 choses. Premièrement, si les candidats ne sont pas éligibles, par exemple, n'ont pas l'ancienneté acquise. Deuxièmement, si la liste est irrégulière, n'a pas le nombre requis de travailleurs. Ou 3, en cas d'abus de droit, si le candidat possède sa candidature dans le seul but d'avoir la protection. Si le recours est admis, la candidature sera nulle. Alors, l'abus de droit est très difficile à prouver car l'employeur doit démontrer une intention fallacieuse du travailleur et en apporter la preuve concrète. C'est donc très compliqué de prouver que le seul objectif du travailleur candidat aux élections était la protection. De plus, il y a déjà eu une sélection des candidats par le syndicat, donc en général, le juge considère qu'il n'a qu'un contrôle très marginal. On va le voir qu'il y a une jurisprudence assez variée, mais qu'en règle générale, les juges refusent le principe de l'abus de droit. Il est difficile de définir une tendance dans la jurisprudence tant les décisions vont dans tous les sens. Par exemple, dans le cas de candidats travailleurs en maladie, le tribunal du travail de Tournai, lui, il estime que le fait d'être candidat, même en cas d'une maladie longue durée, n'est pas un abus de droit. Tandis que le tribunal du travail de Tongue estime, lui, qu'est abusive la candidature d'une travailleuse qui était malade depuis 1 an et demi. Autre cas qui arrive régulièrement, des travailleurs qui sont en conflit dans l'entreprise avec l'employeur ou qui ont reçu des avertissements. Là également, jurisprudence très variée. Par exemple, ici nous avons le tribunal du travail de Nivelles qui a estimé abusive la candidature d'une travailleuse qui était clairement en conflit avec l'employeur, tandis que le tribunal du travail de Bruxelles a accepté la candidature d'une travailleuse qui avait reçu de nombreux avertissements. Alors, autre décision intéressante que je vais vous lire ici, du tribunal du travail de Mons, section La Louvière, du 29 mai 2000. Le fait qu'un litige est en cours pour obtenir l'autorisation du licenciement pour motif grave, le fait de n'être plus physiquement dans l'entreprise en raison de la suspension du contrat, la procédure de reconnaissance de motif grave, le fait de n'avoir recueilli qu'une seule voix aux précédentes élections et de n'avoir pas exercé de mandat syndical ne portent pas atteinte à la validité de la candidature et ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal quant à l'existence d'un abus de droit.
On voit ici donc une décision très compliquée pour la jurisprudence, très compliquée pour l'employeur d'obtenir un abus de droit dans les faits. Alors, le tribunal qui va être saisi va statuer dans les 14 jours qui suivent le jour de la réception du recours et il n'y aura pas d'appel possible. En moyenne, 4 recours sur 5 de l'employeur sont refusés par les juges. Avant-dernier sujet, dans quel délai et comment un syndicat ou un candidat pourrait-il faire un recours afin d'annuler entièrement ou partiellement les élections sociales qui se sont tenues dans l'entreprise? Alors, une fois que la procédure s'est passée sans encombre, tout s'est bien passé, pensez-vous, est-il encore possible de faire un recours pour contester les élections sociales? Eh bien oui, c'est encore possible dans un délai de 15 jours qui suivent le jour Y, donc entre le 28 mai et le 10 juin 2024. Alors, quelle est la compétence du juge saisi? Le juge va pouvoir rectifier les résultats s'il y a eu une erreur de comptage ou carrément annuler entièrement ou partiellement les élections sociales. Alors attention, le recours ne peut pas porter sur des grèves qui concernent des opérations qui précèdent les opérations électorales. Le recours ne peut donc porter que sur des irrégularités qui se sont produites le jour même des élections, donc le jour Y. Qui va pouvoir faire ce recours? Toute personne qui a intérêt peut saisir le juge, donc un candidat par exemple. Mais il faut que les irrégularités influencent le résultat pour que le recours soit recevable. Par exemple, dans un jugement du tribunal du travail section Binche du 28 juin 2016, le juge a jugé non recevable le recours d'une organisation syndicale contre le résultat des élections, alors que la demande d'annulation de 2 bulletins de vote n'aurait eu aucun impact sur le résultat des élections. Donc, le tribunal a rejeté la demande en raison du manque d'intérêt. Donc ici, il y avait 2 bulletins de vote qui étaient nuls, qui auraient dû être annulés, mais le juge a estimé que puisque ces 2 bulletins de vote n'auraient eu aucun impact, le recours n'était pas valable. Autre décision intéressante, elle concernait la présence de témoins dans un bureau électoral. Elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire qui avait pour objectif de demander l'annulation des élections. Les témoins, en réalité, qui étaient dans les bureaux de vote se présentaient comme candidats et se baladaient dans les bureaux électoraux vêtus d'un t-shirt mentionnant dans le dos le nom des organisations syndicales et il y avait un badge avec le nom de l'organisation sur la poitrine. La Cour du travail a estimé que cela n'était pas de nature à influencer le résultat du scrutin et donc a considéré non recevable la demande d'annulation. Alors avant, quand il y avait une erreur matérielle dans le PV, il fallait une validation du juge et ce n'est plus le cas depuis 2024. Les parties peuvent corriger elles-mêmes les erreurs sans devoir passer par le juge s'il y a un accord entre l'employeur et toutes les organisations qui ont présenté les candidats et pour autant, bien sûr, que cette erreur n'influence pas le classement ou la protection des candidats. Alors, vu l'importance ici, en cas d'annulation partielle ou totale des élections sociales, il y a cette fois possibilité de faire un appel. C'est le seul stade de la procédure où un appel est prévu. Cet appel doit être fait également dans les 15 jours. Alors, on va terminer ici par une petite conclusion chiffrée. Avec ce petit tableau qui vous présente le nombre de recours des élections sociales ces dernières années. En 2004, on constate qu'il y a eu plus de 300 litiges au tribunal concernant les élections sociales. En 2020, il y en a eu 174. La tendance de recours n'est donc clairement pas à la hausse. En 2020, les litiges concernaient principalement les contestations relatives aux UTE. On a 174 jugements sur, au total, 11 107 procédures élections sociales entamées, ce qui signifie que 1,57 des procédures des élections sociales ont mené à des litiges, ce qui, heureusement, n'est donc absolument pas la règle. Voilà, j'en ai fini avec notre présentation sur la jurisprudence des élections sociales. N'hésitez pas, si vous avez rencontré des difficultés, que vous avez des questions, que vous n'avez pas compris quelque chose dans cette présentation, je me tiens à vos dispositions. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans les slides qui vous sont finis et nous vous souhaitons beaucoup de chance avec les élections sociales. Au revoir.